Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Célébration des 20 ans d'existence de la Cour de justice de la CEDEAO, une occasion saisie par les États membres pour faire le bilan des décisions majeures rendues par l'instance judiciaire sous-régionale et se projeter vers l'avenir. L'événement a eu lieu au Togo. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida célébrée ce 1er décembre 2021. Réduire les inégalités du sexe, c'est le thème retenu pour les manifestations officielles. En fin d'édition, vous aurez un magazine consacré aux énergies renouvelables ainsi que leurs impacts sur notre quotidien, leurs avantages et leurs inconvénients sur la vie des utilisateurs. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Toutes nos excuses pour le retard. Quelques jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle mesure de réorganisation du transport urbain dans la ville de Cotonou, une équipe de la rédaction est allée constater l'effectivité de la mise en application de cette décision préfectorale. Certains conducteurs et usagers rencontrés ont donné leurs avis. Stanislas Samoa, Chedrak Denalé, Paul Estessa aussi. Des artères des voies publiques autrefois occupées par des véhicules de transport en commun, désormais dégagées, dans le but de désengorger de façon considérable la vitrine du pays, de faciliter une bonne circulation des personnes et des biens pour limiter les cas d'accident. Le préfet du littoral, Alain Orunla, et la municipalité de Cotonou, sous le leadership du maire Luc Atrokpo et de son deuxième adjoint, ont pris un certain nombre de dispositions pratiques révolutionnaires. Désormais, dans la capitale économique du Bénin, plus de circulation anarchique des véhicules de transport en commun, communément appelés Tokpa. Ça ne nous arrange pas, mais on n'a pas le choix. On doit commencer et après ça va tenir, je crois bien. On a tué des êtres humains et on a tué des familles à la maison. Sincèrement, il faut que le gouvernement a essayé de revoir encore son plan pour que nous on soit à l'aise. Regardez le milieu, regardez là où l'état d'ordure. On gagne combien pour apprendre tout ça là et aller s'occuper de l'hôpital? C'est pas bien. Non. Ça ne va pas du tout. Ils n'ont qu'à encore revoir le plan et nous donner la place qu'il faut pour que chacun de nous ait la satisfaction. Certaines personnes vont quitter Calavi. De Calavi venir ici, prendre le taxi, soit quittant ici pour aller jusqu'à l'abattoir. Et nous qui va quitter maintenant ici, nul de nous n'a le droit de garder le véhicule à Tokpa. La seule chose que nous demandons, il faut qu'ils nous viennent au secours. Notre seul appel que nous lançons, c'est vers notre chef d'État. Parce que la décision actuelle, c'est une décision préfectorale. Bon, nous ne savons pas que le président est au courant de tout ça. Donc vraiment, s'il peut nous aider à trouver une autre solution à ça, ce serait une bonne idée pour nous tous. Deux grandes gares aux normes internationales sont aménagées dans deux zones extrêmes de la ville, Vaudier et PK6, qui sont respectivement pour les parties ouest et est de Cotonou. Ils ont dit, ceux qui quittent Calavi et comme ça viennent descendre au parc ici. Et moi, je leur ai dit de me laisser ensemble à Carrefour la vie. J'ai refusé. Ils ont dit je dois forcément venir ici et descendre. Donc je suis obligé de revenir là-bas. J'ai quitté Porto Novo pour Calavi. Avant, je dépensais au plus 1000 francs pour me rendre à Calavi. Mais aujourd'hui, je vois que je vais dépenser plus de 1500. C'est une décision diversement appréciée par les usagers et acteurs du domaine. Ça nous arrange parce que depuis lors, nous n'avons plus de gare routière dans la ville de Cotonou, si bien que les véhicules ne font que charger en désordre. Effectivement, le coût, ça c'est un peu difficile pour les passagers. Nous allons faire une assise avec les autorités communales et préfectorales. Nous allons poser les problèmes et c'est à eux de voir ce qu'il faut faire pour que chacun ait satisfaction. Il faut noter que ces sites sont en plein processus d'aménagement pour le bonheur des passagers et conducteurs. Vous l'avez constaté, une décision qui suscite bien de débats et on apprend qu'elle aura été
elle aurait été levée. Qu'en est-il réellement? Vous en saurez davantage dans nos prochaines éditions. Autre élément dans ce journal, détecté en Afrique du Sud il y a quelques jours, le variant Omicron est présent au Nigeria. Une situation qui met en alerte le Bénin au regard de la proximité entre les deux États, du flux migratoire et des activités économiques qui les relient. Les populations béninoises sont donc appelées à redoubler de vigilance et à respecter davantage les gestes barrières face à la Covid-19. Le récit de Stélia Padono. Après le variant Delta, c'est au tour du variant Omicron du coronavirus de faire trembler le monde. Sa présence au Nigeria, telle qu'annoncée par les autorités sanitaires nigérianes ce 1er décembre, inquiète au plus haut niveau les autorités béninoises. Le Bénin a déclaré une alerte suite à la détection des cas du dit variant au Nigeria. Plus tôt, l'Organisation mondiale de la santé avait déjà mis en garde, prévenant que le variant Omicron présente un risque très élevé. Des cas ont été détectés au Portugal, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou encore en Italie. Il est à préciser que le variant Omicron du virus SARS-CoV-2 a été observé pour la première fois en Afrique du Sud. Rien n'est encore définitif quant à sa transmissibilité, sa virulence ou sa capacité de résister aux vaccins actuels, mais une douzaine de pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ont décidé de fermer leurs frontières aux voyageurs venant de 8 pays d'Afrique australe. Pour une partie de la communauté scientifique, la découverte de ce nouveau variant n'est rien d'autre que la conséquence de l'inégalité vaccinale dans la lutte contre la COVID-19. Rappelons que l'État béninois a lancé depuis le mardi 16 novembre 2021 une campagne nationale accélérée de vaccination contre la COVID-19 en vue de protéger les populations. Le 1er décembre de chaque année est retenu pour la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le ministère de la Santé et le Centre national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont tenu une conférence de presse ce mercredi 1er décembre 2021 autour du thème « Une réduction des inégalités des sexes ». L'objectif est d'assurer le bien-être des personnes vivant avec le VIH-Sida et une meilleure santé en matière de prévention et de protection contre ce mal. Reportage. Au cours de cette 33e édition de la journée de lutte contre le VIH-Sida, le message des acteurs impliqués reste le même, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Les PVH et les populations clés demeurent toujours l'objet de ciblation et de discrimination liées au VIH-Sida, et ceci constitue une entrave pour avoir accès au traitement malgré la disponibilité du traitement. Placé sous le thème mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies, cette 33e journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion de renforcer les synergies avec le programme conjoint des Nations Unies pour se projeter dans les cibles de la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026, ainsi que la nouvelle déclaration de politique sur le VIH et le sida. En choisissant d'ailleurs ce thème, chaque structure entend mettre un accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et d'autres pandémies dans le monde. L'objectif est de sauver des millions de vies. Au nom du système des Nations Unies, je profite de cette tribune pour saluer le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, ainsi que tout son gouvernement, pour avoir non seulement bien géré la crise sanitaire liée à la COVID-19, mais aussi pour avoir maintenu une réponse efficace aux autres épidémies, y compris le VIH-Sida. Le pays a également réduit de 23% le nombre de décès dus au sida et a réussi à placer 70% des personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral en décembre 2020. La menace du VIH-Sida est toujours d'actualité. Après des décennies, il est important de promouvoir des droits humains des populations clés et des personnes vivant avec le VIH-Sida pour instaurer des sociétés mieux préparées pour vaincre la Covid, mais aussi pour favoriser la reprise et la solidarité. Mon adresse au gouvernement
de mon pays, et particulièrement à son chef, président de la République, chef de l'État, président du CNRSCP, est celle d'une gratitude infinie pour la bonne vision anticipative exprimée par la réforme dans le renforcement de la lutte contre les épidémies et particulièrement contre le VIH-Sida. Sans action forte, d'ici 2030, le monde risque de manquer les cibles pour mettre fin au sida. Je puis vous rassurer que notre pays, le Bénin, travaille déjà sur les 4 principaux axes contenus dans cette déclaration, notamment le renforcement des infrastructures des organisations communautaires grâce à l'adoption de politiques sanitaires adéquates, l'adoption par le gouvernement en mai 2020 de la nouvelle politique de santé communautaire marque le point de départ d'une meilleure accessibilité des populations. C'est d'ailleurs pourquoi le Centre national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies a décerné les meilleurs prix aux lauréats qui ont pris part au concours de sensibilisation dans la catégorie campagne et musique, une stratégie nouvelle pour intensifier la lutte contre le sida. Ça fait des décennies, j'entends ton nom. C'est un reportage signé Mathieu Boko et Paul Estessa aussi. Ce journal se poursuit. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a 20 ans. Pour marquer cet anniversaire, elle a organisé une conférence internationale sur le thème « 20 ans de la Cour de justice de la CEDEAO. Réalisation, défis et perspectives ». La rencontre s'est tenue à Lomé du 22 au 25 novembre 2021 en présentiel et en virtuel. Le compte rendu avec Diane Christelle Onioudier. Faire le bilan de ces 20 années d'existence, c'est ce qui justifie la présence des magistrats, universitaires, avocats et autres juristes autour d'une même table. À cette conférence, ils vont examiner, jauger et juger les actions passées et présentes de la haute institution judiciaire communautaire en vue de faire des projections pour son avenir. D'importants sujets ont meublé les discussions, notamment le parcours historique de la Cour, un aperçu de la jurisprudence de la Cour, les réalisations, défis et les perspectives d'avenir sont les thèmes qui ont constitué les débats. Nos institutions communautaires doivent être au service de nos peuples, afin que nous puissions passer de la CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Et être au service des peuples, c'est non seulement protéger les droits des peuples et leur rendre justice lorsqu'ils ne sont pas protégés dans leurs droits, mais aussi de s'assurer qu'ils sont réintégrés effectivement dans leurs droits. L'intervention de la Cour a pour but de remédier aux violations dont elle est saisie en vertu de l'article 19 de son protocole de 1991. Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sont, je cite, immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d'appel. Par conséquent, la mise en œuvre des décisions de la Cour et la situation de non-respect de ces décisions constitue véritablement un défi qu'il faut relever. Le suivi de l'exécution des décisions est l'expression réelle de la protection dont doivent bénéficier les plaignants. Le souci de l'application des décisions de la Cour de justice dans les États membres a été souligné. Il ne suffit pas de créer un tribunal international jugeant en dernier ressort. Il faut aussi que des pactes fournissent l'assurance que les décisions de ce tribunal soient exécutées en commun par toutes les nations. Cette observation du physicien Albert Einstein nous amène à nous interroger sur l'exécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO se réjouit des avancées de la juridiction depuis son existence. Pour sa part, il souligne que cette rencontre de Lomé est attendue comme le point de départ d'une Cour plus forte, véritablement au service des peuples. Il pense que la question de l'application des arrêts de la Cour reste d'actualité. Il s'agit d'améliorer les interactions entre la Cour de justice de la communauté et les instances judiciaires nationales des États membres. Ce point reste un des défis à relever pour renforcer encore davantage la pertinence de la Cour de justice communautaire.
Plusieurs défis à relever pour une plus grande efficacité. Créée en 1991 par un protocole, la Cour de justice de la CEDEAO est le principal organe juridique chargé de la résolution des litiges liés à l'interprétation des textes de la communauté. Cette vocation a été confirmée par l'article 15 du traité révisé de la CEDEAO de 1993. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. En vue de réduire la pollution environnementale dans le monde, plusieurs moyens sont mis à notre disposition. Parmi ceux-ci figurent les énergies renouvelables qui aujourd'hui occupent de plus en plus une place prépondérante dans nos ménages. Ces énergies ne sont pas sans impact sur notre quotidien. Quels en sont les avantages et inconvénients sur les activités humaines? Réponse dans ce magazine de Nafissatou Hassané. Le bien-être de tous passe d'abord par un environnement sain. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont considérées comme moins polluantes pour notre société. Ces énergies proviennent de sources que la nature renouvelle en permanence. Ainsi, nous avons plusieurs types d'énergies renouvelables. Parlant d'énergie renouvelable, ce sont des énergies inépuisables. Et quelle que soit la manière dont cette énergie elle est produite ou consommée, ça ne peut pas finir de sitôt. Ils ont une grande capacité de se renouveler. Ces différentes énergies puisent entre autres du soleil, du sol, de l'air et de l'eau. Il y a 5 grandes familles d'énergie renouvelable. Et parlant des grandes familles d'énergie renouvelable, nous avions les énergies solaires. L'énergie solaire, ça se présente sous 2 formes. Il y a les énergies solaires photovoltaïques et les énergies solaires thermiques. Après cela, nous avons les énergies éoliennes plutôt, énergie éolienne. Après l'énergie éolienne, il y a l'énergie hydraulique. Il y a les énergies géothermiques. Oui. Et les biomasses. Parlant de solaire, nous avons 2 types. Il y a l'énergie solaire photovoltaïque. À ce niveau, comment ça marche? L'énergie là est obtenue après que en utilisant les panneaux solaires. Et ces panneaux solaires captent la lumière du soleil et c'est la lumière captée qui leur permet de produire de l'énergie qui est utilisée directement ou bien peut être injecté sur les réseaux. Cependant, il faut tenir compte des différents avantages et du milieu avant de faire les installations dans nos ménages. Les installations des énergies renouvelables ne se font pas n'importe comment. C'est sur précision. Parce que vous devez étudier le terrain, voir où vous allez installer tel ou tel équipement pour avoir le résultat attendu. Donc, on ne les installe pas seulement. Ce n'est pas partout où on peut y avoir. Dans un pays où il n'y a pas de soleil assez. Les énergies solaires ne seront pas de grande utilité. Mais au Bénin, par exemple, nous avons vraiment du soleil. Donc les énergies solaires sont très importantes. Comme les énergies conventionnelles, celles renouvelables ne sont pas sans conséquences. Donc les inconvénients, quand je prends l'énergie solaire, il y a assez d'espace. Quand la production est importante, ça prend assez d'espace. Quand je prends les énergies éoliennes, ça fait assez de bruit. Bon, là, on parle déjà de pollution, on peut parler de pollution sonore. Les énergies solaires, les panneaux solaires, quand ils sont utilisés, il y a la poussière. Quand il y a assez de poussière sur les panneaux solaires, c'est difficile d'avoir le résultat qu'il faut. Parce que sur les panneaux solaires, il y a les capteurs qui sont là, qui captent la lumière du soleil pour pouvoir le transformer. S'il y a assez de poussière, ils ne pourront pas capter la qualité qu'ils vont capter. Donc, l'entretien ça commence par là déjà. Ces énergies renouvelables fonctionnent toutes différemment selon les différentes sources dont elles puisent de l'énergie. L'énergie éolienne, ça vient du vent. C'est l'énergie produite par le vent. Alors, à ce niveau également, l'énergie peut être utilisée sous 2 formes. La première forme, l'énergie mécanique, c'est-à-dire directement que le vent produit, cela est utilisé. Ça permet de déplacer des véhicules pour pomper de l'eau. Ça sert à pompage d'eau simplement. Et à ce niveau, on n'a pas besoin de courant et continue ou bien tout. Non, l'énergie mécanique qui est produite par le vent est directement consommée pour pomper de l'eau. Ou bien l'énergie est utilisée
est reliée à l'énergie mécanique, est accouplée avec un générateur d'appoint, et cela permet de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Et là aussi, on va l'amener du continu en alternative pour pouvoir utiliser comme cela se doit. L'énergie hydraulique est produite par l'eau. Et là aussi, il y a plusieurs manières de produire ça. Il y a à grande échelle comme à petite échelle. Et couramment, ce qui est produit et ce que l'énergie hydraulique donne, c'est avec les turbines 10 MW. Géothermique, c'est l'énergie qui provient du sous-sol. La chaleur du sol. Aujourd'hui, beaucoup optent pour les énergies renouvelables à cause de la facilité qu'elles offrent. On s'y intéresse aujourd'hui parce que de plus en plus, on se rend compte de l'intérêt ou des intérêts de ces sources. C'est des sources gratuites, c'est les sources dont l'utilisation n'a pas d'impact sur l'environnement. Il faut continuer de travailler pour que l'énergie qui est distribuée par la SB2E soit essentiellement d'origine renouvelable et que petit à petit la SB2E s'éloigne des sources fossiles. Produire de l'eau chaude dans les maisons aujourd'hui à partir du soleil est possible chez nous. Les pouvoirs publics sont appelés à travailler dans ce domaine afin de faciliter l'accès aux énergies renouvelables à tous. Si nous voulons véritablement développer ou bien évoluer avec les énergies renouvelables, il faudrait que l'État lui-même recadre le secteur et donne des directives, les lignes sur lesquelles nous devons marcher sur le secteur, et veille à ce que les matériaux qui vont entrer dans le pays en matière d'énergie renouvelable soient des matériaux de bonne qualité. De bonne qualité. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche-Ronsa. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebénin.com. Sur YouTube, Facebook, tapez tout simplement dans la barre de recherche E-Télé Bénin. E-Télé, avec vous, pour vous.